Ils sont la pointe de la lance, l'ombre derrière chaque péniche de débarquement. Les yeux invisibles, profondément en territoire ennemi. Depuis près de 70 ans, les Marines de la Force de reconnaissance opèrent là où peu d'autres osent aller, loin derrière les lignes ennemies, dans les environnements les plus dangereux et impitoyables de la planète. Chargés de recueillir des renseignements cruciaux, les Marines de la Force de reconnaissance infiltrent silencieusement des côtes hostiles, des jungles denses, des déserts arides et des montagnes escarpées. Leur mission ? Observer, rapporter et frapper rapidement avec précision si nécessaire. Ils sont les yeux et les oreilles des forces expéditionnaires des Marines, préparant le champ de bataille pour les unités qui suivent. Contrairement à la reconnaissance conventionnelle, la force de reconnaissance va plus loin, s'avance davantage et reste plus longtemps, souvent dans une isolation totale, comptant sur leurs compétences, leur discrétion et leur détermination sans faille. Leurs opérations vont de la surveillance secrète et l'acquisition de cibles à la reconnaissance amphibie et aux raids d'action directe. Chaque mission exige une combinaison de résilience mentale, d'endurance physique et d'expertise tactique perfectionnée grâce à l'un des entraînements les plus rigoureux de l'armée. Leur histoire commence dans l'ombre de la guerre froide. Forgée par la nécessité à une époque où les tensions mondiales exigeaient une nouvelle génération de Marines, capables d'opérer sans faille en mer, sur terre et dans les airs. Des jungles denses du Vietnam au désert du Moyen-Orient, les Marines du Force Recon ont souvent été les premiers à entrer et les derniers à sortir, fournissant des renseignements cruciaux et menant des missions à haut risque qui déterminent souvent l'issue des plus grandes batailles. Ils opèrent dans le silence de la nuit, avançant sans être vus ni entendus, comptant souvent sur rien d'autre qu'une boussole, leur intelligence et une détermination farouche à survivre. Leurs actions sont mesurées, délibérées et précises, conçues pour recueillir des renseignements que les commandants ne peuvent pas se permettre de perdre ou pour perturber les plans ennemis avant même qu'une bataille ne commence. Ils ne sont peut-être pas connus du grand public, leurs actions passant souvent inaperçues en dehors des rapports classifiés et des légendes murmurées. Mais dans le monde des opérations spéciales militaires, leur réputation est redoutable. Leur entraînement est implacable et leur détermination inébranlable. Voici l'histoire de la force de reconnaissance, les Marines qui explorent les ombres, façonnent le champ de bataille et disparaissent comme des fantômes dans la nuit. Bienvenue dans Wars of the World. Les origines de la force de reconnaissance remontent à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre de Corée. Elles sont issues du groupe d'observation et des bataillons de raiders du corps des Marines des États-Unis, créés début 1942 pour recueillir des renseignements sur les plages ennemies et soutenir les débarquements amphibies dans le Pacifique. Ces unités sont devenues la compagnie de reconnaissance amphibie, active à Abimama, Tinian, Iwo Jima et Okinawa, menant des missions de reconnaissance et des relevés hydrographiques essentiels à la planification des débarquements. Après la guerre de Corée, au début de la guerre froide, le corps des Marines des États-Unis a dû repenser sa stratégie pour un futur conflit, qui ne ressemblerait pas aux campagnes du Pacifique, mais nécessiterait précision, rapidité d'insertion et opération loin des lignes de front. De cette nouvelle façon de penser est née la reconnaissance de force. En juillet 1957, la première compagnie de reconnaissance de force a été officiellement créée à Camp Pendleton sous le commandement du lieutenant-colonel Bruce F. Myers à l'époque. Cette unité a été créée pour servir d'yeux et d'oreilles à la force expéditionnaire de la marine au niveau opérationnel et stratégique, opérant non seulement en avant de l'infanterie, mais bien au-delà d'eux.
Alors que les unités de reconnaissance de division étaient chargées d'une surveillance du champ de bataille plus traditionnelle, généralement dans la portée du soutien d'artillerie, la force Recon a été conçue pour la reconnaissance en profondeur, pénétrant à 50 km ou plus en territoire hostile, souvent sans soutien, et parfois même sans que les forces amies au sol à proximité en soient informées. Historiquement, un bataillon de reconnaissance regroupait des compagnies Force Recon et de reconnaissance standard, mais la Force Recon opérait plus loin, en territoire ennemi pour soutenir le Marine Expeditionary Force. Marine Expeditionary Force. Deux types de missions ont finalement défini l'identité tactique de la Force Recon. Les opérations vertes, ou reconnaissance en profondeur, mettaient l'accent sur la discrétion, l'observation et le compte-rendu des conditions ennemies au sol, souvent menées de manière légère et rapide. Les patrouilles s'infiltraient loin à l'intérieur des terres, bien au-delà de la portée de l'artillerie navale ou terrestre, et recueillaient des renseignements sur le champ de bataille, établissaient des zones de largage ou des plages de débarquement ou évaluaient les dégâts après les frappes. En revanche, les opérations noires impliquaient des actions directes, des raids limités, l'interdiction maritime et des missions d'arraisonnement et de fouille, visite, board, search and seizure, visant des navires ou des infrastructures critiques. À l'origine, le Force Recon assurait le sauvetage d'otages, mais cette mission appartient désormais à d'autres unités du United States Special Operations Command des Marines. Pendant la guerre du Vietnam, le Force Recon remplissait déjà ces deux rôles. Les patrouilles Keyhole s'infiltraient discrètement en territoire ennemi, tandis que les opérations Stingray passaient rapidement à l'offensive dès qu'une opportunité se présentait. La capacité de passer de l'observation à l'action en un rien de temps est devenue une marque de fabrique de l'esprit du Force Recon. Il est à noter que devenir un marine du Force Recon demeure l'une des voies les plus exigeantes du service militaire américain. Les candidats doivent d'abord terminer la formation d'infanterie, généralement en tant que fusilier au 311 ou dans de rares cas par un transfert latéral depuis d'autres spécialités militaires, ou Military Occupational Specialty après avoir réussi une sélection de reconnaissance. Suite le programme d'évaluation et de formation à la reconnaissance du Reconnaissance Training Assessment Programme, un calvaire de 5 semaines qui pousse chaque candidat à ses limites physiques et mentales avec des nages en mer, des nœuds sous pression, de la navigation en montagne, du portage et un conditionnement au combat intensif. Seuls environ 40% réussissent cette étape pour continuer. Ceux qui survivent au Reconnaissance Training Assessment Programme intègrent le cours de reconnaissance de base ou cours de reconnaissance de base, un programme éprouvant de 12 semaines à l'école d'infanterie ouest avec des journées de 15 heures en moyenne. La formation plonge les candidats dans les opérations amphibies, l'insertion et l'extraction héliportée, la navigation terrestre, les communications, l'infiltration clandestine, les tactiques de petites unités ainsi que les bases du tir naval et de la coordination de l'appui aérien rapproché. Même diplômés du cours de reconnaissance de base, leur parcours ne s'arrête pas là. Chaque nouveau marine de reconnaissance O3 121 fraîchement diplômé suit ensuite une formation spécialisée complémentaire, un cours de parachutisme de base et multimission, le cours de plongeur de combat de la marine, ainsi qu'un stage de 2 semaines à l'école survie, évasion, résistance et évasion, qui signifie survie, évasion, résistance et évasion. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un opérateur est pleinement qualifié pour une affectation en flotte. Ce parcours existe pour cultiver l'esprit silencieux, rapide et létal qui définit la force de reconnaissance. Dans le monde à haut risque des opérations derrière les lignes ennemies, la différence entre le succès de la mission et la compromission réside souvent non pas dans l'armement, mais dans la discrétion, la maîtrise technique et la discipline mentale. Après avoir enduré près de 40 semaines d'entraînement rigoureux et continu, un nouveau marine de reconnaissance est enfin prêt et qualifié pour adopter leur devise « Quel silence mortalis » qui signifie rapide, silencieux et mortel. La Force Recon a connu son baptême du feu pendant la guerre du Vietnam, ses patrouilles d'infiltration ayant révolutionné la collecte de renseignements et la conduite d'actions de précision. Dès le milieu des années 1960, les équipes Force Recon des Marines opéraient furtivement dans le premier corps et au-delà, traversant la jungle à triple canopée, des sentiers piégés et des patrouilles de l'armée populaire du Vietnam avec une discipline et une retenue mortelles.
Ces missions reflétaient celles des patrouilles de reconnaissance à longue portée de l'armée, mais avec plus de puissance de feu, des patrouilles plus importantes et une plus grande autonomie. Alors que les équipes Long Range Reconnaissance Patrol de division comptaient 5 ou 6 hommes, les patrouilles typiques de la force Recon comprenaient de 7 à 10 Marines, armés et prêts à demander un appui d'artillerie ou aérien à tout moment. L'une de leurs premières missions audacieuses fut l'opération Hastings de juillet à août 1966 lorsque la première force Recon a descendu en rappel le Rockpile, un éperon rocheux isolé surplombant la zone démilitarisée ou zone démilitarisée. Depuis ce point d'observation, ils ont repéré des concentrations de l'armée vietnamienne du Nord, armée populaire vietnamienne, et ont appelé l'artillerie, provoquant de lourdes pertes. Cette méthode, qui consiste à infiltrer discrètement de petites équipes en territoire ennemi pour coordonner des frappes puissantes, a fondé les futures patrouilles Stingray. En 1967, la force de reconnaissance a pleinement mis en œuvre la doctrine Stingray. De petites unités étaient téléportées en zone hostile pour recueillir des informations sur les positions ennemies et les routes d'approvisionnement. Lorsque des concentrations ennemies étaient en découverte, ils coordonnaient des frappes aériennes dévastatrices ou des tirs d'artillerie en réponse. Bruce Doc Norton, un infirmier de la marine avec la 3e force Reco, en 1969, allait plus tard raconter ses opérations dans Stingray, les Marines de la force Recon, derrière les lignes ennemies au Vietnam, et dans Force Recon Diary 1969, chacun mettant en avant la grande polyvalence à haut risque de l'unité. Ces récits de première main évoquent des patrouilles tendues dans la vallée d'Aisho et la zone démilitarisée des embuscades, des zones d'atterrissage sous le feu et des extractions sous les combats. Son unité a reçu une citation de bravoure, l'une des 2 seules unités de Marines à l'avoir obtenue pendant la guerre. Mais on peut dire que la mission la plus légendaire de VMware, la force Recon de l'époque du Vietnam, impliquait le sous-lieutenant James Jim Capers Jr. de mars à avril 1967. Officier nommé sur le champ de bataille, il a conduit 9 Marines et un chien nommé King dans la jungle près de Pulok pour enquêter sur une base régimentaire, armée populaire vietnamienne suspectée, et protéger le flanc du 3e bataillon du 26e régiment de Marines. La patrouille a rencontré 2 contacts ennemis le 2e jour, tuant 22 soldats armés populaires vietnamiennes, mais subissant elles-mêmes des pertes. Le dernier jour, une embuscade de Claymore reliés a brisé les jambes de Capper et une pluie de balles s'est abattue sur l'équipe. Malgré ses blessures, il a coordonné le soutien de l'artillerie, de l'aviation et des mortiers, a dirigé l'évacuation de ses Marines et a refusé d'être extrait tant que chaque homme et le chien n'étaient pas en sécurité à bord, au prix de grands sacrifices personnels. Capper a ensuite réfléchi et a déclaré, je cite, « Si je devais mourir là-bas au Vietnam, je mourrais en combattant. C'était simplement notre façon de nous battre. On part en se battant. Tu tuais autant d'ennemis que possible. Et ça voulait dire qu'ils ne pourraient de plus combattre tes gars ou d'autres soldats américains. » Fin de citation. Il est resté conscient, continuant à diriger les tirs jusqu'à l'évacuation. Son leadership a permis à tous les 9 membres de survivre. Et Capers a ensuite reçu l'étoile d'argent. Un effort du Congrès est maintenant en cours pour la faire passer à la médaille d'honneur. Ces patrouilles demandaient de l'ingéniosité. Les équipes employaient des mines Claymore, de l'artillerie prépositionnée, des sites de repli leurre et des fils de signalisation silencieux pour éviter la détection et semer la confusion chez les pisteurs de l'armée nationale vietnamienne. Un chef d'équipe, le capitaine George Digger Odell, a même noté avoir changé de position au crépuscule pour ensuite observer l'armée populaire vietnamienne fouiller le site abandonné pendant la nuit, preuve que sa ruse avait fonctionné. Les missions de la force Recon alliaient reconnaissance patiente et action rapide. Lorsque les équipes détectaient des unités ennemies importantes, elles n'essayaient pas d'engager le combat directement. Au lieu de cela, elles demandèrent des tirs d'appui puis se retiraient à couvert. Souvent, leur rôle changeait en pleine patrouille, passant d'observateurs à désignateurs d'objectifs tactiques ou contrôleurs aériens avancés, faisant le lien entre la discrétion et la force létale. À la fin de la guerre, l'héritage du Force Recon était assuré. Leur discrétion, leur collecte efficace de renseignements sur le champ de bataille et leur capacité à appeler des frappes ont changé le paradigme de la guerre dans la jungle. Ils étaient à les yeux du Marine Expeditionary Force des éclaireurs capables de déclencher la destruction par un simple appel radio. Dans les jungles denses du Vietnam, le Force Recon s'est forgé une réputation d'unité petite,
agile et résolument déterminée. La première à pénétrer profondément en territoire ennemi, et souvent la dernière à en sortir après avoir accompli sa mission. Les équipes Stingray, les LRRP, les médailles, les pertes et les citations collectives ultérieures témoignent toutes d'un paradoxe. Ces petits groupes pouvaient influencer des opérations entières tout en restant souvent invisibles eux-mêmes. Après les années mouvementées au Vietnam, la force de reconnaissance a fait face à une incertitude institutionnelle et à un renouveau doctrinal. La défaite en Asie du Sud-Est et la forte réduction des effectifs après la guerre ont poussé le corps des Marines à repenser son identité. Comme le note l'historien Henry Priam Shaw Jr., je cite, « Le corps a eu du mal à trouver sa place dans le paysage de la défense après le Vietnam. » Fin de citation. Même face aux critiques qui remettaient en question la pertinence des forces amphibies dans un contexte de guerre froide nucléaire. Pourtant, à la fin des années 1970 et dans les années 80, les Marines ont réaffirmé leur doctrine maritime avancée, en particulier depuis la mer, un concept stratégique mettant l'accent sur l'accès amphibie et la domination côtière. Dans ce contexte de changement, la force de reconnaissance s'est progressivement adaptée. Après une désactivation partielle, la première force de reconnaissance a été réactivée en 1986, reconstruisant ses capacités en reconnaissance en profondeur et en action directe. Sa renaissance a coïncidé avec la création en 1987 de l'unité expéditionnaire des Marines spécialisée dans les opérations spéciales, Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable, ouvrant la voie à l'intégration de la force de reconnaissance dans des forces de Marines déployées en avant et agiles. À la fin de la guerre froide, la mission de la force de reconnaissance était claire. Mener des missions de reconnaissance amphibie et en profondeur, reconnaître les zones de débarquement et les zones urbaines, implanter des capteurs et préparer le champ de bataille pour les forces expéditionnaires. L'unité a perfectionné des capacités pionnières comme l'insertion en parachute high altitude, low opening, les patrouilles amphibies par sous-marin et la descente en rappel par hélicoptère derrière les lignes ennemies. Si de nombreuses activités de la guerre froide restent secrètes, des spéculations et des plans indiquent que la force de reconnaissance s'est intensément préparée à intervenir en Europe, notamment en Norvège du Nord, Irlande ou Danemark, par air ou mer en cas de menace soviétique conventionnelle. Des exercices stratégiques comme Bold Guard répétèrent de telles éventualités, positionnant des brigades de Marines et des forces de reconnaissance pour tenir les approches nordiques cruciales. Bien que les déploiements spécifiques aient rarement été confirmés publiquement, la force de reconnaissance constituait un atout de reconnaissance en profondeur et d'alerte précoce disponible dans la planification de l'OTAN. En 1990, la guerre du Golfe avait commencé et l'unité a été déployée dans le cadre de l'opération Bouclier du désert et Tempête du désert. La première force de reconnaissance a été déployée au Koweït, installant des postes d'observation secrets et menant des patrouilles motorisées près de la frontière irakienne. Leurs équipes de reconnaissance localisaient les blindés ennemis en mouvement et, en cas de contact, coordonnaient des frappes d'artillerie ou un soutien aérien rapproché, souvent à distance. Ces opérations ont mis en avant leur capacité à allier discrétion et impact décisif sur le champ de bataille. Parallèlement, la transformation du United States Special Operations Command, entamée en 1980, commençait à porter ses fruits. Bien que le Force Recon soit resté hors du contrôle du commandement des opérations spéciales, leur intégration au Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable alignait leur tactique sur les normes conjointes. Pendant la tempête du désert, ils ont étroitement coopéré avec les forces spéciales de l'armée de terre et de la marine lors de missions de chasse au Scud, de soutien centre d'études, de simulation et d'analyse du renseignement et d'opérations psychologiques contre les troupes irakiennes. Le rôle du Force Recon pendant la tempête du désert reflétait également l'évolution de la doctrine générale du corps des Marines. Le passage des assauts amphibies à grande échelle à la manœuvre rapide et au ciblage précis signifiait que les équipes de reconnaissance étaient essentielles pour lancer les frappes, désigner les cibles et façonner le champ de bataille dès les premières heures. Membre clé de la première force expéditionnaire des Marines, le Force Recon a soutenu l'offensive du corps en Irak. Après la tempête du désert, le Force Recon a poursuivi des missions d'interdiction maritime et d'extraction avec les Marine Expeditionary Unit lors d'opérations humanitaires au Timor oriental, en Somalie et ailleurs.
Des déploiements qui ont mis en valeur leur capacité d'adaptation et leurs compétences fondamentales dans des environnements amphibies. Tout au long des années 1980 et du début des années 1990, le Force Recon a évolué d'une unité de reconnaissance de l'époque du Vietnam vers une force sophistiquée d'action directe et de reconnaissance. Sa doctrine associait observation discrète et frappe tactique, permettant au Marine Expeditionary Unit de se déployer avec confiance dans des environnements austères. Avec la fin des tensions de la guerre froide, le Force Recon s'est aisément adapté aux grandes opérations au Koweït et aux missions humanitaires mondiales, conservant ses infiltrations en profondeur, son observation précise et sa capacité à recourir à la force si besoin. La période entre le Vietnam et la tempête du désert marque donc une évolution cruciale. Le Force Recon a réaffirmé sa rapidité maritime, a rétabli son identité de force et a démontré sa valeur opérationnelle aussi bien dans les missions de combat que dans celles hors combat. Lorsque le moment est venu de frapper au Koweït, les équipes de reconnaissance ont de nouveau été parmi les premières à pénétrer en territoire hostile et sont restées jusqu'à la fin du conflit. Le 20 septembre 2001, à la suite des attentats du 11 septembre, le président George W. Bush a déclaré sa guerre mondiale contre le terrorisme, avec les Marines du Force Recon déployés presque immédiatement. À la fin de 2001 et au début de 2002, le MEUSOC a comblé une lacune essentielle. Ces unités, comprenant des détachements du Force Recon, ont ouvert la voie à l'accès opérationnel en Afghanistan. Ils ont mené des raids clandestins et des missions de reconnaissance, mais parfois dans des terrains que les forces conventionnelles comprenaient à peine. Leur déploiement précoce à Kandahar et leurs actions près du camp Rhino ont symbolisé la transition du Force Recon de la doctrine de la guerre froide vers un nouveau champ de bataille. Le Defense Media Network explique comment ces Marines ont aidé à créer la première base avancée en Afghanistan. Citation: le 15e a redéfini l'assaut amphibie en menant une opération depuis des navires de la marine dans la mer d'Arabie du Nord jusqu'à plus de 400 miles à l'intérieur des terres, réalisant le mouvement le plus long et important d'une Marine Expeditionary Unit depuis sa base maritime. En s'emparant d'un aérodrome isolé à environ 90 miles au sud-ouest de Kandahar, la deuxième plus grande ville d'Afghanistan, les Marines ont établi la première base avancée américaine dans ce pays, le camp Rhino. Fin de citation. En Irak, la force de reconnaissance a grandement contribué lors de l'invasion de 2003. Generation Kill, le livre écrit par le journaliste embarqué Evan Wright, relate ses patrouilles avec le 1er bataillon de reconnaissance, mais la même capacité de reconnaissance en profondeur était reflétée par les équipes de la force de reconnaissance, qui exploraient devant les colonnes blindées, signalaient les positions ennemies et demandaient des tirs d'appui. Le sergent Brad Colbert, mentor de la force de reconnaissance présent tout au long de Generation Kill, montre comment les Marines ont intégré renseignements et frappes rapides en milieux urbains et désertiques. Peut-être que le changement le plus spectaculaire a commencé en 2003-2004 avec la création du détachement 1. Dirigé par l'ex-officier du 1er Recon, le colonel Robert Coates, le détachement 1 a été envoyé en Irak mi-2004 avec les Navy Seals et la Delta Force sous le commandement du Joint Special Operations Command. Son équipe de 81 Marines et 5 infirmiers a obtenu la certification des opérations spéciales navales et a mené des raids conjoints et des missions de surveillance. La conclusion du Joint Special Operations Command était claire. Les Marines de la Force Recon étaient compétents dans leur domaine et des opérateurs capables en action directe et en reconnaissance spéciale. En 2006, le succès du détachement a consolidé la création du MARSOC, le commandement des opérations spéciales du corps des Marines. Les compagnies Force Recon des côtes Est et Ouest ont été dissoutes, environ 75% de leur personnel formant les 1er et 2e bataillons d'opérations spéciales des Marines, ou Marine Special Operations Battalion, tandis que le reste est resté dans de nouveaux bataillons de reconnaissance rattachés aux divisions conventionnelles des Marines. Le rôle collaboratif de Force Recon avec le Joint Special Operations Command, les SEALs, et la CIA s'est accéléré pendant cette période. Le Joint Special Operations Command, sous le commandement du général Stanley McChrystal, s'est restructuré autour d'une efficacité du renseignement en réseau serré et d'une coopération interagences.
Les analystes de la CIA, les rapports de la National Security Agency et les images de la National Geospatial Intelligence Agency sont devenus des multiplicateurs de force immédiats. Les opérateurs de la Force Recon ont apporté une capacité d'action directe clé grâce à ce cadre de renseignement intelligent. Le modèle de réseau de McChrystal, que McChrystal lui-même comparait à l'apprentissage du style opérationnel basé sur les relations d'Al-Qaïda, reposait sur de petites équipes dont l'intelligence, la rapidité et la prise de décision étaient au cœur. De 2006 jusqu'au début des années 2010, les Marine Raiders du MARSOC, issus en grande partie de la Force Recon, ont mené des missions de reconnaissance spéciale et d'action directe en Irak et en Afghanistan. En 2007, en Afghanistan, des Marine Raiders ont dirigé des forces régionales du Joint Special Operations Command et mené des missions d'interdiction de cibles et de défense intérieure étrangère. Bien qu'intégrés au MARSOC, de nombreux Marines de la Recon ont conservé leur affiliation avec les déploiements des Marine Expeditionary Unit, en particulier lors des missions d'interdiction maritime et de lutte contre la piraterie. Leurs techniques d'insertion amphibie, leurs compétences en saut high altitude, low opening, l'abordage de sous-marins et l'héritage, visit, board, search and seizure sont restés des atouts majeurs au sein des opérations spéciales des Marines, désormais intégrées à l'identité du MARSOC, mais toujours ancrées dans la doctrine de la Force Recon. En 2008, le commandant du corps des Marines a ordonné la reformation des compagnies de la Force Recon à partir du personnel des bataillons de reconnaissance de division pour soutenir les 3 forces expéditionnaires des Marines. Le capitaine Anthony Mercado, lors de la réactivation de la Force Recon après la réduction du MARSOC, a déclaré « Quand la Force Recon a été dissoute pour créer le MARSOC, la Force expéditionnaire des Marines a perdu sa capacité de reconnaissance en profondeur. » La réactivation de la compagnie rétablit ses capacités, dont la préparation du champ de bataille, l'insertion spéciale, le saut, la chute libre et le vol plané à haute altitude. Au Marine Expeditionary Force. Fin de citation. Les anciens du détachement, un et des premiers déploiements des Raiders, ont depuis décrit leurs opérations comme étant menées côte à côte avec les SEALs et les forces d'opération spéciales de l'armée lors d'opérations d'action directe, tout en conservant leur propre identité doctrinale dans la reconnaissance. Pendant la guerre mondiale contre le terrorisme, le rôle du Force Recon a évolué d'une force de reconnaissance profonde classique vers une mission plus large. Des collecteurs de renseignements tactiques, des façonneurs de champs de bataille et des facilitateurs de la force interarmée qui s'infiltraient, observaient, guidèrent les tirs, menèrent des raids et maîtrisaient les techniques spéciales d'insertion amphibie sous le feu. Jusqu'à aujourd'hui, le Force Recon demeure un atout de reconnaissance essentiel intégré à chaque force expéditionnaire des Marines. Organisé en 3 compagnies actives, les premières, deuxième et troisième compagnies de reconnaissance de force, complétées par une composante de réserve sous la 4e Recon, ces compagnies relèvent directement de la force expéditionnaire des Marines, et non des opérations spéciales. Elles assurent des missions de reconnaissance amphibie et terrestre, de surveillance, de modelage du champ de bataille et de raids d'action directe limitée, en soutien aux forces interarmes aéroterrestres des Marines et à d'autres forces conjointes. Début 2025, il y avait plus de 2000 Marines de reconnaissance en service actif, contre environ 500 en 2001, ce qui reflète une renaissance substantielle de la force des compagnies de reconnaissance de force après la réduction des effectifs et la reconstitution. La reconnaissance soutient toujours les unités et déploiements expéditionnaires des Marines et apporte aussi un appui aux régiments littoraux, Marine Littoral Regiment, opérant dans l'Indo-Pacifique selon le concept Force Design 2030, un pivot doctrinal vers des formations de détection littorale multidomaine. Lors des entraînements de routine, par exemple lors du défi annuel de reconnaissance à Camp Pendleton, les équipes prouvent leur préparation physique, mentale et tactique à travers une épreuve de 40 km comprenant de la natation en pleine mer, des exercices d'armes, de la navigation et des parcours d'obstacles. Ces épreuves incarnent l'esprit rapide, silencieux et mortel célébré par la communauté de la reconnaissance. Des opérations modernes notables révèlent la pertinence continue de la Force Recon.
En février 2025, le premier bataillon de reconnaissance a mené des manœuvres avec le 3e régiment littoral des Marines aux Philippines, intégrant la reconnaissance amphibie de petites unités, les systèmes aériens sans pilote et l'observation au sol pour soutenir les opérations de base expéditionnaire et de manœuvre. Des équipes insérées par Osprey et véhicules MRZR ont recueilli des données en temps réel pour orienter les décisions du commandement. Un exemple classique de la façon dont on façonne aujourd'hui l'espace de bataille. La réputation de la force de reconnaissance au sein des cercles militaires reste excellente et parfois sujette à controverse. Malgré leur expertise en reconnaissance et en insertion amphibie, l'unité est souvent comparée aux unités du United States Special Operations Command. Ils s'entraînent presque au niveau des forces d'opération spéciales, mais restent sous contrôle du Marine Expeditionary Force, limitant ainsi leur participation à des missions conjointes de haut niveau. Le commandement des Marines l'a parfois déploré que le corps ne dispose pas de sa propre unité de niveau United States Special Operations Command, équivalente aux Rangers ou à Delta. Cette position unique permet à la Force Recon de soutenir directement le commandant du Marine Expeditionary Force lors d'opérations austères en zone littorale et terrestre. Culturellement, la Force Recon a inspiré de nombreuses représentations dans des livres, des documentaires et des jeux vidéo, soulignant la part de mystère entourant leur mission clandestine et à haut signe à haut risque. Au sein des cercles militaires, ils sont souvent considérés comme la force de reconnaissance maritime méconnue, capable d'infiltration furtive et de préparation du champ de bataille sans le faste institutionnel des unités du United States Special Operations Command. L'influence de la force Recon se fait également sentir au-delà du corps lui-même. Les unités amphibies et de reconnaissance spéciale d'autres nations s'inspirent de la doctrine, de la sélection et de l'entraînement de la force Recon comme référence, notamment en matière de reconnaissance littorale, d'insertion High Altitude Low Opening et High Altitude High Opening ainsi que d'expertise en Visit Board Search and Seizure. Leurs techniques ont été adoptées par des forces spéciales étrangères et des alliés régionaux. Aujourd'hui, la Force Recon se présente comme une unité hybride, un groupe de reconnaissance au niveau du Marine Expeditionary Force capable d'infiltration en profondeur, de surveillance, de déploiement de capteurs et d'actions directes limitées, façonné par près de 7 décennies d'évolution doctrinale. Leur héritage en tant qu'éclaireur des Marines et facilitateur sur le champ de bataille perdure avec force jusqu'à aujourd'hui. Petits, silencieux, précis et ancrés dans l'éthique de l'insertion initiale pour façonner le terrain de l'information, ils sont souvent les derniers à partir après avoir permis aux autres de combattre. Le parcours du Force Recon s'étend des débuts clandestins de la guerre froide, en passant par les épreuves du Vietnam, les déserts d'Irak et les montagnes d'Afghanistan, évoluant sans cesse pour devenir une unité définie par la discrétion, la précision et l'impact stratégique. Issus de quelques insertions clandestines réalisées par les premiers éclaireurs, ils sont devenus indissociablement liés aux opérations spéciales conjointes et à la doctrine expéditionnaire des Marines. Même avec l'ascension du MARSOC, le Force Recon a perduré, renaissant, résilient et recentré sous le commandement du Marine Expeditionary Force en tant que force de reconnaissance distincte. Aujourd'hui, intégré à chaque force expéditionnaire des Marines, le Force Recon poursuit ses missions de reconnaissance en profondeur, d'installation de capteurs et de préparation du champ de bataille. Leurs opérations vertes, l'observation clandestine, la reconnaissance amphibie et l'évaluation des dégâts restent au cœur de leur mission, tandis que les tâches noires, telles que les raids d'action directe limitée ou les opérations Visit, Board, Search and Seizure continuent de compléter leur mission principale. Dans les cercles militaires, le Force Recon garde une réputation d'élite pour sa maîtrise de la reconnaissance et des insertions amphibies. Bien que les comparaisons avec les unités du United States Special Operations Command fassent du débat, les Marines de reconnaissance sont respectés pour leur capacité à opérer discrètement avec peu de soutien, tout en restant indépendants sous le commandement du Marine Expeditionary Force. En essence, le Force Recon incarne l'éthique durable d'être les premiers à entrer et les derniers à sortir. Depuis près de 70 ans, il reste des éclaireurs discrets, collecteurs de renseignements tactiques et acteurs majeurs sur le champ de bataille maritime. Ils arrivent en avance pour cartographier le terrain hostile, déployer des capteurs, permettre le soutien-feu, puis se retirent dans l'ombre. Ils ne sont pas les plus bruyants dans la pièce,
Mais lorsque la mission exige silence, précision et nerfs d'acier, Force Recon répond en premier et tient jusqu'au bout.